Dans cette séance, on va voir des méthodes, des protocoles qui permettent de fiabiliser des transmissions entre deux entités qui sont directement reliées par un médium, par exemple un lien radio ou un fil, un câble. Et donc ce sont des échanges qui correspondent au niveau 2 du modèle de référence OSI des réseaux. Donc c'est ce qu'on appelle la couche de liaison de données. Alors les types de protocoles qu'on verra sont des protocoles qui appartiennent à la famille HDLC pour High Level Data Link Control, qui sont donc des protocoles permettant de fiabiliser ces échanges. Alors avant d'entrer dans les détails, on va juste présenter ici la représentation des échanges qui ont lieu. On va utiliser une représentation sous forme de chronogramme, c'est-à-dire qu'on aura une entité A et une entité B qui vont échanger des messages, et on va représenter ce qui se passe du point de vue de chacune de ces entités par une droite qui représente l'évolution du temps. Donc on a ce que voit A au cours du temps et ce que voit B au cours du temps. Ici, ce qui est représenté, c'est l'émission d'une trame de A vers B. Alors on peut représenter le trajet du premier bit de la trame, de A vers B, mais souvent on se privera de cette flèche-là, on représentera juste le trajet du dernier bit envoyé de A vers B, mais ce qui se passe, c'est vraiment que pendant toute cette bande-là, ce sont des données qui transitent de A vers B. Alors on peut mettre en évidence plusieurs instants. Il y a l'instant où A commence à émettre la trame, donc il émet le premier bit sur le médium qui commence à se déplacer pour atteindre B. Donc on a le moment auquel B commence à recevoir la trame. Au bout d'un moment, A a fini d'émettre tous les éléments binaires qui constituent la trame, et un peu plus tard, B a reçu l'intégralité de la trame. Les délais qu'on peut mettre en évidence sont la durée d'émission, qui peut être calculée facilement en divisant la taille de la trame par le débit d'émission, et le délai de propagation, qui lui correspond à la distance entre A et B divisé par la vitesse de propagation. Alors on va voir comment fiabiliser un protocole de transmission lorsque les problèmes sont surtout liés au fait qu'il peut y avoir des erreurs de transmission et donc des messages qui sont perdus. Mais même si on a un canal parfait, c'est-à-dire qu'aucun message n'est perdu, il peut y avoir des problèmes qui surviennent. Un exemple simple est fourni ici. Donc on a A qui envoie une première trame vers B et B la stocke en mémoire et commence à la traiter. Ensuite, A peut continuer à envoyer d'autres informations. On voit ici que B stocke ce deuxième message en mémoire et a commencé à traiter seulement une partie des informations de la première trame. Un peu plus tard, A émet encore une troisième trame qui est stockée en mémoire. Le traitement a progressé encore un petit peu, mais il n'y a plus la place pour stocker une quatrième trame lorsque celle-ci arrive. Et donc on se retrouve à être obligé de perdre une trame, même si il n'y a pas de perte de données dans le médium lui-même. C'est à cause de la mémoire limitée de B qu'on perd des trames. D'où la nécessité d'introduire ce qu'on appelle le contrôle de flux. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est juste un mécanisme qui permet à B de signaler à A que A peut encore envoyer des données. Donc comment ça fonctionne ? On a ici A qui envoie une trame vers B, B qui la stocke en mémoire, mais B cette fois-ci envoie un message de type RR, qui va vouloir dire Receiver Ready, c'est-à-dire le récepteur est prêt à recevoir une nouvelle trame, et qui servira de signal à A pour lui dire c'est bon, tu peux continuer à envoyer des informations. Voilà, j'ai noté I, les trames envoyées de A vers B, pour signaler que ce sont des trames d'information, c'est-à-dire qu'elles contiennent des vraies données utiles, ce ne sont pas des trames qui servent à faire fonctionner le protocole lui-même, ce sont des trames qui sont utilisées, qui contiennent des informations utilisées par les couches de niveau supérieur
pour faire fonctionner par exemple des applications. Donc on a ce message RR qui permet de signaler à A qu'il peut continuer à envoyer. Voilà, on a la même chose ici. Et si jamais la mémoire de B est pleine, cette fois-ci, B enverra un message RNR pour Receiver Not Ready qui signalera à A que A doit attendre avant d'émettre de nouvelles trames. Un peu plus tard, lorsque B aura réussi à traiter suffisamment de données pour libérer une place dans sa mémoire, il enverra à nouveau un message RR, Receiver Ready, qui donnera à A le feu vert pour continuer les envois de trames. C'est ce mécanisme qu'on appelle le contrôle de flux. Maintenant, on va voir la question de la fiabilisation des échanges lorsqu'il peut y avoir des pertes de trame. Alors, ce qui peut se passer, c'est que si une trame est perdue, alors B ne saura jamais qu'il s'est passé quelque chose, et la seule manière pour A de débloquer le système, c'est qu'il ait lancé un temporisateur au moment où il commence à émettre sa trame d'information. Dans ce cas-là, si jamais il n'a pas de nouvelles de sa trame avant un certain temps, avant que le temporisateur expire, eh bien il fera un nouvel essai. Si jamais la trame passe bien, eh bien B reçoit cette trame et transmet les informations qu'elle contient aux couches supérieures. Et on utilise un mécanisme d'acquittement, c'est-à-dire que ce message RR veut aussi dire « j'ai bien reçu ce que tu m'as envoyé ». Lorsque A reçoit ce message, il peut désactiver son temporisateur et passer à l'envoi suivant. Donc il envoie ici maintenant une trame d'information avec la suite des informations qu'il avait à transmettre, qui lui sont données par ses couches supérieures. Donc on recommence, nouvelle trame émise, le temporisateur est armé, mais cette fois-ci cette trame est perdue. Donc B ne sait jamais que A voulait envoyer une trame. Qu'est-ce qui débloque le système? Eh bien, le temporisateur expire au bout d'un moment et A va refaire un nouvel essai en réémettant la même trame exactement. Ainsi, B pourra recevoir les informations qui suivent et les transmettre à sa couche supérieure. Imaginons maintenant que c'est le message d'acquittement, le RR, qui se perd. Eh bien, du point de vue de A, il s'est passé la même chose qu'avec la tentative précédente. Il a envoyé une trame, il n'a pas eu de nouvelles de cette trame, donc le temporisateur expire et il fait encore un nouvel essai. À ce moment-là, B va à nouveau acquitter. Et du point de vue de A, bien A sera sûr que ces données ont été reçues. Par contre, on voit ici qu'un problème survient, c'est que B n'a pas de moyen de savoir qu'il s'agit d'un duplicat de cette trame qui contient les infos 1, et donc il va remonter une deuxième fois les informations contenues dans cette trame à ses couches supérieures, ce qu'il ne devrait pas faire, puisque la répétition a été juste due au fait que A n'avait pas eu de nouvelles de sa trame. Donc il faudrait que B ait un moyen de savoir qu'il s'agit d'une répétition de la trame. C'est pour ça qu'on numérote les trames. Donc maintenant, on ne va plus seulement parler de trame I, mais de trame I indice N de S, où N de S est un compteur, S pour send, donc compteur d'émission. On utilise le même mécanisme qu'avant, mais cette fois-ci, les trames contiennent ce petit indice. On a ici une trame I0, donc c'est un compteur rajouté dans l'entête du protocole qu'on va utiliser, qui est donc rajouté en plus des données utiles. Les données utiles ici, c'est info0, et on rajoute ce compteur pour que B puisse détecter eh bien, les répétitions de trame. Alors, est-ce que ça résout notre problème? Si la trame 0 est reçue correctement, donc B remonte info 0 à la couche supérieure, il acquitte. A ensuite émet la trame suivante avec info 1, il a rajouté le compteur 1 ici. Bon, le temporisateur expire puisque cette trame est perdue, donc c'est le même scénario qu'avant. Donc il fait un nouvel essai.
B reçoit cette trame I1, il voit que c'est la première fois qu'il reçoit cette trame I1, donc il peut transmettre les informations qu'elle contient aux couches supérieures et envoyer un acquittement qui, s'il est perdu, eh bien, conduira à ce que A fasse un nouvel essai. Et cette fois-ci, grâce à l'indice 1 de la trame, eh bien, B pourra se rendre compte qu'il s'agit d'une répétition et pourra donc ignorer les données de sorte qu'elles ne soient pas dupliquées pour les couches supérieures. Alors, a-t-on résolu tous les problèmes avec ça? Voyons ce qui se passe dans ce scénario. Donc, on a A qui envoie une trame d'information, une trame I0. Mais si le temporisateur est trop court, eh bien, il peut se passer que A va faire un nouvel essai de cette trame, puisqu'il n'a pas eu de nouvelles. Donc, il fait un nouvel essai d'émission de cette trame I0. Et du point de vue de B, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit la première, et donc retransmet les informations à la couche supérieure, et acquitte. Alors le problème, c'est si le temporisateur est mal dimensionné, comme c'est le cas ici, eh bien, cet acquittement va être pris à tort par A comme l'acquittement de sa deuxième tentative. Et donc, qu'est-ce que va faire A? Il se dit, bon, ben, ma première tentative a échoué, je fais un deuxième essai, j'ai eu l'acquittement, tout va bien, je passe maintenant à la trame suivante. Donc, j'envoie ma trame I1 avec les infos suivantes. Alors, il peut se passer que cette trame est perdue. Du point de vue de B, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit la deuxième tentative de I0. Il sait qu'elle a déjà été reçue, puisqu'il dit, je connais cet indice 0, je l'ai déjà vu. J'acquitte pour être sûr que A est bien au courant que je l'ai reçu. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet acquittement peut être pris à tort comme un acquittement de la trame I1. Donc, du point de vue de A, eh bien, son premier essai a échoué pour I0, son deuxième essai a réussi pour I0, et la tentative pour I1 a réussi, alors qu'en fait, B n'a jamais reçu I1. Et donc, A peut enchaîner comme si de rien n'était, comme si tout s'était bien passé. Il enchaîne avec une trame I2, et B eh bien, voit que c'est un indice qu'il n'a jamais vu, donc ce n'est pas une répétition. Il peut retransmettre les informations à la couche supérieure, et on voit qu'au passage, eh bien, les infos 1 ont été perdues, alors que tout s'est bien passé du point de vue de A et de B. Il y a donc un problème dans le protocole qu'il faut corriger. Et la méthode qui fonctionne, c'est de numéroter également les acquittements, pas seulement les trames. Alors on peut numéroter la trame qu'on acquitte pour dire j'ai bien reçu telle trame, mais la convention dans les protocoles de type HDLC, c'est de mettre le numéro de la prochaine trame qu'on attend. Alors on numérote les trames, pour ça il faut un compteur, et le compteur le plus petit qu'on puisse faire, c'est avec un seul bit. Donc ça s'appelle le protocole du bit alterné, parce qu'on numérote les trames sur un seul bit. Alors comment ça marche? A envoie sa première trame d'information, donc trame I0 avec les informations qu'il a à transmettre. B transmet ces informations à sa couche supérieure lorsqu'il reçoit cette trame, et il acquitte en envoyant un message RR1, qui veut dire Receiver ready, et je suis prêt à recevoir ta trame numéro 1. Lorsque A reçoit cet acquittement, eh bien, il sait qu'il a l'autorisation d'émettre sa trame numéro 1, donc il envoie sa trame I1 avec la suite des informations. Bon, on peut imaginer un scénario où cette trame est perdue. Dans ce cas-là, c'est le temporisateur qui expire, de sorte que A fait un nouvel essai un peu plus tard. B voit bien que grâce au bit alterné, que c'est la trame qu'il attendait, il attendait la trame numéro 1, il reçoit la trame numéro 1, donc il est satisfait de cette trame et il retransmet les informations contenues aux couches supérieures. Et il la quitte en envoyant un message RR0 pour dire maintenant, tu peux m'envoyer une trame avec la valeur du compteur à 0.
Comme ça, on a un compteur cyclique qui permet d'utiliser un seul bit. Et donc ça continue de la façon suivante. Le A va transmettre la suite des informations dans une trame dans laquelle le bit sera mis à 0. Donc une trame I0, c'est ce que B attend, et donc il va reprendre les informations contenues dans cette trame, les transmettre à la couche supérieure et acquitter avec la valeur du bit à 1. Voilà, c'est donc la convention dans les protocoles de type HDLC, c'est d'acquitter en précisant le numéro de la prochaine trame attendue. Donc c'est pour ça, le récepteur a un compteur N de R, qui est le compteur des prochaines trames attendues. Alors, on peut faire mieux en termes de performance que le protocole du bit alterné, puisque le défaut du protocole du bit alterné, c'est qu'on est obligé d'attendre l'acquittement pour envoyer la trame suivante. On n'a pas le droit d'émettre 2 trames à la suite. On pourrait numéroter les trames sur plus d'un bit. Donc ici, par exemple, on va donner le cas sur 3 bits, donc ce qui nous autorise 8 valeurs. Et ça s'appelle des protocoles à anticipation lorsqu'on cherche à pouvoir émettre plusieurs trames à la suite sans avoir forcément un acquittement systématique. Alors on représente ici ce qu'on appelle les fenêtres d'émission pour A et de réception pour B, puisqu'ici on n'a que des échanges de A vers B. Mais si on a des échanges dans les deux sens, eh bien on aura les deux fenêtres de chaque côté, une fenêtre d'émission et de réception pour A, une fenêtre d'émission et de réception pour B. Là, on n'a que des échanges de A vers B, donc on peut représenter la fenêtre d'émission seulement pour A, la fenêtre de réception pour B. Alors, on a donc les 8 valeurs autorisées par les compteurs, et on a représenté un trait ici pour noter que la prochaine trame qui sera envoyée par A, ce sera la trame 0. Du côté fenêtre de réception, j'ai mis en vert le numéro de la prochaine trame attendue. Donc B attend une trame d'information 0 de la part de A. Lorsque A émet sa première trame, donc grâce à là où il en est dans sa fenêtre d'émission, eh bien, il sait qu'il doit envoyer ici une trame I avec la valeur 0. Et il peut garder en mémoire qu'il a envoyé la trame 0 et il n'a pas eu de nouvelles de cette trame pour l'instant. C'est ce qu'on a fait en grisant ici le 0 dans le camembert. Alors en recevant cette trame, B va aussi retransmettre les informations aux couches supérieures, je ne représente plus ça. Mais B peut faire évoluer sa fenêtre de réception, parce que maintenant, il attend la trame numéro 1, et d'ailleurs, il envoie un acquittement en disant j'attends la trame numéro 1. Et ainsi de suite, le A va envoyer ensuite une trame I1. Voilà, lorsqu'il aura envie d'émettre une trame, il pourra envoyer une trame I1. Alors, le but quand même de ces compteurs à plus de 1 bit, c'est de pouvoir envoyer plusieurs trames sans avoir nécessairement tous les acquittements au fur et à mesure. Donc, je recommence avec le même début de scénario. A envoie sa première trame I0. Il note qu'il a envoyé une trame I0 et qu'il n'en a pas eu de nouvelles pour l'instant. Et s'il a une fenêtre d'anticipation de largeur 2, ça veut dire qu'il a le droit d'envoyer 2 trames sans qu'elles aient été acquittées. Il a le droit d'avoir 2 trames qui se promènent dans la nature dont il ne sait pas encore ce qui leur est arrivé. Donc comme il a le droit, il envoie maintenant une trame I1 sans attendre d'acquittement. Et il note dans sa fenêtre d'émission qu'il a envoyé les trames 0 et 1. Bon, il n'a pas le droit d'aller plus loin si la largeur de sa fenêtre d'anticipation, qui est un paramètre du protocole, est fixée à 2. Lorsque B reçoit la trame I0, il acquitte en envoyant un message RR1 pour dire j'attends la trame numéro 1. Ça permet à A de libérer
la trame 0. Vous voyez, dans le camembert, il a libéré le 0, on a enlevé le caractère grisé de 0 pour dire que c'est bon, cette trame, elle n'est plus dans la nature, on sait qu'elle a été reçue avec succès, et donc ça autorise A, puisqu'il a le droit d'avoir 2 messages non acquittés dans la nature, ça lui autorise à envoyer une trame I2, et donc ensuite à griser les parties 1 et 2 du camembert pour représenter le fait que ces trames 1 et 2 ont été envoyées et il n'a pas encore reçu l'acquittement. Alors dans le scénario ici, tout se passe bien. Pour la trame I1, B envoie l'acquittement RR2 et donc A peut libérer cette trame de sa fenêtre d'émission. On peut encore dire fenêtre d'anticipation. Et donc s'il avait encore une autre trame à émettre, il pourrait envoyer une trame I3. Ici, ce n'est pas le cas. Lorsque B reçoit la trame I2, il envoie un acquittement RR3. Et lorsqu'il n'y a plus rien de grisé dans le camembert de l'émetteur, de A, eh bien, ça veut dire qu'il sait que toutes les trames qui ont été envoyées ont été reçues avec succès. Et s'il a à nouveau des informations à transmettre, il enverra une trame I3, et c'est noté grâce au marqueur qu'il a mis dans sa fenêtre d'émission. Alors, combien de trames au total on pourrait envoyer au maximum lorsqu'on a un compteur? Par exemple, ici sur 3 bits, on a 8 valeurs autorisées, de 0 jusqu'à 7. Est-ce qu'on peut envoyer 7 trames dans la nature, ou même 8 trames dans la nature, parce qu'on a 8 valeurs différentes? Eh bien non, on peut seulement en envoyer 7, parce que sinon, il peut y avoir une confusion. Donc là, c'est le scénario qui montre cette confusion. Donc on regarde ce qui se passe avec A qui envoie vers B une trame I0. B reçoit cette trame, il acquitte avec un RR1 parce qu'il attend maintenant la trame I1. Par contre, cet acquittement est perdu. Au bout d'un certain temps, donc le temporisateur fixé par A, eh bien A fait un nouvel essai d'émission de cette trame I0. Comparons ce scénario-là avec le scénario suivant. Donc A, de la même manière, envoie sa première trame I0 qui est reçue avec succès par B. Il envoie ensuite une trame I1 parce qu'il a une fenêtre d'anticipation qu'on suppose pour l'instant de taille 8. La trame I1 est perdue. Entre-temps, B a bien reçu la trame I0 et donc il envoie un RR1, ce qui libère un espace dans la fenêtre d'anticipation. Et donc A envoie une trame I2 et il sait qu'il a les trames 1 et 2 qui sont dans la nature. Ensuite, on suppose qu'il a le droit d'envoyer 8 trames, donc il envoie la 3, 4, 5, 6, 7. Et on imagine un scénario où toutes ces trames-là sont perdues. Et s'il est autorisé à envoyer une 8e trame, donc qui sera maintenant une trame I0, eh bien, voici le scénario qui peut prêter à confusion. C'est que, vous voyez que ce scénario est complètement différent du scénario de gauche. Et pourtant, du point de vue de B, il s'est passé exactement la même chose. Il a reçu une trame I0, il a envoyé l'acquittement, et ensuite il a reçu une nouvelle trame I0. Donc B n'a aucun moyen de savoir s'il s'agit d'une répétition de la trame I0, ou bien s'il s'agit du compteur qui a fait un tour, et que ce serait la trame contenant les infos 8, la 9e trame envoyée par A. C'est pour ça qu'il faut se limiter à 7 trames ici, ou bien de manière plus générale, si on a un compteur qui va de 0 à n, on a le droit d'envoyer n trames, même si notre compteur a n plus une valeur différente. Alors pour ces protocoles à anticipation, ce sont ces protocoles qu'on a vus dans lesquels on peut envoyer plusieurs trames sans avoir tout de suite l'acquittement.
on peut distinguer deux versions, la version Go Back N et la version Selective Reject, donc qui ne diffèrent que lorsqu'il y a des erreurs qui surviennent. Alors, Go Back N, comme son nom l'indique, ça consiste à revenir en arrière lorsqu'une erreur est détectée, alors que le Selective Reject a pour but d'être un peu plus efficace. Donc je vais vous montrer un scénario où les deux diffèrent. Donc on a A qui envoie une trame I0, je ne mets plus les informations contenues à l'intérieur parce que ça ne nous intéresse pas dans ce cas-là. Donc il envoie une trame I0, il a noté que cette trame était envoyée et non encore acquittée. Ensuite il envoie une trame I1, puis une trame I2. Alors ici j'avais noté, vous voyez, en pointillé, pour représenter que j'ai configuré mon protocole de façon à avoir une fenêtre d'émission de taille 3. Donc j'ai le droit d'envoyer 3 trames non acquittées. Donc j'ai le droit d'envoyer I0, I1, I2. Qu'est-ce qui se passe si jamais cette trame I0 est perdue et I1 est bien reçue? Eh bien dans la version Go Back N, B détecte que la trame qu'il reçoit ne correspond pas à ce qu'il attend, puisqu'il attendait, lui, la trame 0, il reçoit la trame I1, et donc il envoie simplement un message REJ pour reject, précisant quel est le numéro de la trame qu'il attend. Donc REJ 0, ça veut dire j'ai reçu une trame que j'ai rejetée, parce que moi j'attends une trame 0. Lorsque A reçoit ce message reject, il interrompt tout ce qu'il fait, et comme le nom du protocole l'indique, il revient en arrière au numéro de trame qui est demandé par le message reject. Donc le message dit rejet, je veux une trame 0. Eh bien A arrête tout ce qu'il était en train de faire et il recommence l'émission de cette trame 0. Et ensuite tout se déroule bien. Il recommence, il envoie la I0, puis la I1, puis la I2. Et donc on a bien le retour en arrière, c'est-à-dire qu'on peut trouver assez inefficace de réenvoyer la trame I1 ici, alors qu'elle a en fait été bien reçue. Mais cette trame a été rejetée dans la version Go Back N. C'est ce qu'on essaye de corriger ou d'optimiser dans la version Selective Reject. Donc le scénario fonctionne pareil au début, sauf que vous voyez que la fenêtre de réception de B ne contient pas une seule case, mais 3 ici. Donc on a configuré le protocole pour que la fenêtre de réception soit de 3 trames. Donc ce qui veut dire que B attend en priorité la trame 0, mais il est prêt à accepter la 1 ou la 2. Alors le scénario fonctionne comme à gauche au début. A envoie la trame I0 qui est perdue. Il envoie ensuite la trame I1 puisqu'il a le droit d'envoyer jusqu'à 3 trames non acquittées. Et donc là, c'est à partir d'ici que ça change, puisque B ne va pas directement rejeter cette trame 1, mais il va la garder en mémoire. Donc je vais représenter ici en gris le fait que la trame I1 est gardée. Entre-temps, A a envoyé sa trame I2 parce qu'il avait le droit. Et là, le message qui est envoyé par B, ce n'est plus un message reject, mais un message S-reject, selective reject, pour dire, bien, j'attends cette trame 0. J'ai reçu quelque chose que je n'attendais pas, et j'attends la trame 0, mais ça ne veut pas dire que j'ai jeté ce que je n'attendais pas. Et donc, ce que va faire A, c'est qu'il va maintenant finir l'émission qu'il était en train de faire, c'est-à-dire l'émission de I2, alors que dans la version Go Back N, on interrompait l'émission. Là, il finit, et la prochaine trame qu'il émet, c'est la trame I0 qu'on lui a demandé de répéter. Ce message sReject ne contient aucun acquittement, donc ça ne change rien pour sa fenêtre d'émission. Ensuite, lorsque B reçoit la trame I2, eh bien, il envoie un acquittement RR. Ce n'est pas encore ce qu'il attendait, mais comme il a déjà émis qu'il avait reçu quelque chose de non attendu, il envoie ici un message RR. On pourrait aussi mettre un message Selective Reject 0 à nouveau, selon les versions du protocole. En tout cas,
Ici, la trame 2 reçue fait partie de la fenêtre de réception, donc cette trame 2 est gardée également. Et c'est lorsque B reçoit la répétition de cette trame 0 que B se rend compte qu'il a complètement rempli sa fenêtre de réception. Il peut donc envoyer un message RR3 pour dire ben, j'ai reçu la 0, la 1, la 2, et donc maintenant j'attends la 3. Comme il a une fenêtre de réception de taille 3, il peut mettre dans toute sa fenêtre de réception 3, 4 et 5. C'est-à-dire qu'il sera prêt à stocker n'importe laquelle de ces trois trames. Et donc, en recevant ce message-là, A peut d'un coup libérer dans sa fenêtre d'émission les trames 0, 1 et 2, puisque ce message RR3 acquitte 3 trames d'un coup. Et il peut recommencer donc en émettant directement la trame I3. On voit qu'en comparant les deux, eh bien, on a gagné du temps, puisque à la fin, ici, à cette date-là, B a reçu la trame I3 alors qu'il a seulement reçu la trame I2 à peu près au même instant. Alors jusqu'ici, on avait représenté des échanges qui étaient seulement de A vers B, mais il faut garder en mémoire que on peut avoir des échanges dans les deux sens. Et donc pour ça, on rajoute encore un compteur qui permet de limiter le nombre d'acquittements envoyés, c'est-à-dire que les trames d'information vont contenir la valeur de la trame émise, mais elles pourront aussi remplacer des messages RR en indiquant la valeur du compteur de la trame attendue. Donc on aura des trames d'information avec deux compteurs, valeur de la trame émise et le numéro de la prochaine trame que j'attends, que j'attends qu'ils viennent de mon interlocuteur. Donc par exemple, ici, A envoie une trame I00, donc le premier 0 signifie ceci est ma trame numéro 0, et le deuxième correspond à l'envoi d'un RR0, c'est-à-dire si tu m'envoies une trame, j'attends que ce soit une trame I0 quelque chose. Alors s'il y a une fenêtre d'anticipation, eh bien A aurait le droit d'envoyer également une trame suivante, qui serait donc ici une trame I1. Comme il n'a rien reçu depuis B, eh bien ça veut dire qu'il attend encore depuis B sa trame numéro 0. Donc il envoie une trame I1, 0. Alors entre-temps, peut-être à cet instant-là, B a besoin d'envoyer une trame à A. Donc pour lui, c'est sa trame numéro 0, puisque son compteur d'émission est à 0. Donc, il envoie sa trame numéro 0. Et il en profite pour acquitter la trame numéro 0 reçue précédemment. C'est l'intérêt de ce 1 placé ici. Plutôt que d'envoyer un RR1, il envoie directement dans la trame d'information la valeur de ce compteur, pour lui N de R, qui est la valeur de la prochaine trame attendue. Donc ce I01 veut dire ceci est ma trame numéro 0, j'attends maintenant de toi ta trame numéro 1. Cette trame numéro 1 qui va d'ailleurs arriver à cet instant-là. Mais entre-temps, eh bien, B a aussi le droit, s'il a une fenêtre d'anticipation qui le permet, il a le droit d'envoyer une deuxième trame. Et donc il envoie sa trame numéro 1. Comme il n'a rien reçu entre-temps, ben, il attend toujours de A sa trame numéro 1 à lui. Voilà, cette trame-là est donc la trame I2, puisque du point de vue de A, c'est sa trame numéro 2. Il a envoyé la I0, la I1, maintenant la I2. Et il s'en sert aussi pour acquitter cette trame I01 reçue de B. Et comment l'acquitte-t-il? En ajoutant cette valeur de compteur 1 au compteur dans sa trame. Donc il envoie une trame I21 qui veut dire ceci est ma trame numéro 2, j'attends maintenant ta trame numéro 1, ce qui sert donc d'acquittement. La trame suivante ici est envoyée par B, c'est une trame I2, puisqu'il a envoyé sa trame I0, I1, maintenant I2. Qu'est-ce qu'il attend comme trame envoyée par A? Eh bien, il a déjà reçu la trame I2, donc maintenant il attend la trame 3 envoyée par A. Donc il envoie une trame I2, 3. Et ainsi de suite, I3, 3 s'il a une nouvelle trame à émettre.
Si jamais A envoie une trame à cet instant-là, eh bien ce sera une trame I33 pour les mêmes raisons, c'est-à-dire il a envoyé la I0, I1, I2, maintenant il doit envoyer sa trame I3 et il en profite pour acquitter, ce serait plutôt une trame I3, non c'est ça, il acquitte cette trame I23, pardon. Et donc il met la valeur à 3 ici, pour dire maintenant j'attends cette trame 3 qui viendrait de B. Elle vient en cours d'émission, mais elle vient trop tard puisque la trame dont on parle a déjà été construite et a déjà commencé a déjà commencé à l'envoyer. Voilà, alors pour résumer les versions des protocoles qu'on a vus, le protocole du bit alterné est en fait un cas de protocole qu'on appelle stop and wait, c'est-à-dire j'envoie mes données, j'envoie une trame et j'attends d'avoir l'acquittement avant d'envoyer la suivante. Donc ça correspond à avoir une fenêtre d'émission de taille 1. J'ai le droit d'envoyer un seul message non acquitté. Et en réception, c'est pareil, le récepteur attend une trame particulière, qui est soit avec le numéro 0, soit avec le numéro 1. C'est un protocole très simple à implémenter, beaucoup utilisé en pratique. Pour les protocoles à anticipation, on avait le protocole GoBackN, pour lequel la fenêtre d'émission pouvait avoir une valeur différente de 1, donc qui dépendait du compteur qu'on avait. Donc si notre compteur avait par exemple 10 valeurs différentes, on a le droit d'envoyer jusqu'à 9 trames non acquittées. Mais on peut peut-être mettre qu'à une valeur plus faible que ça. Par contre, la fenêtre de réception, c'est 1, c'est-à-dire qu'il y a une seule trame particulière que le récepteur attend. On peut relâcher cette contrainte avec le Selective Reject, où le récepteur peut se permettre d'accepter plusieurs trames différentes. Il les garde en mémoire. Alors quand utiliser chacun de ces protocoles? Eh bien, lorsqu'il y a des grands temps de propagation, c'est intéressant d'utiliser le GoBackN ou le Selective Reject parce qu'on ne perd pas de temps à attendre un acquittement, alors qu'on doit perdre ce temps-là dans le Stop and Wait. Et s'il y a des liaisons assez brouillées, c'est-à-dire que des erreurs surviennent souvent, eh bien, ça peut être intéressant d'utiliser le Selective Reject, puisqu'on va bien optimiser les retransmissions de trames et ne pas retransmettre des trames qui auraient été reçues avec succès. Alors pour résumer, si jamais on veut un protocole fiable, eh bien on a besoin de numéroter les trames sur au moins un bit, ça donnerait le protocole du bit alterné. Il faut numéroter également les trames de supervision, qui permettent de dire si on a bien reçu ou pas les trames d'information. Donc, pareil, sur au moins un bit, pour pouvoir correspondre aux trames reçues. On a besoin d'implémenter un contrôle de flux, qui permet de dire au récepteur, qui permet au récepteur de signaler à l'émetteur qu'il doit attendre un peu, parce qu'il n'arrive plus à suivre le rythme. Et si on veut un protocole duplex qui soit efficace, eh bien, ce qu'on a vu, c'est que on pouvait éviter d'envoyer des RR ou bien limiter le nombre de messages receiver ready envoyés en rajoutant cette information dans les trames d'information. C'est ce qu'on appelle le piggybacking, qui consiste à mettre cette information des RR sur le dos des trames d'information.